Voilà, nous allons commencer ce cours sur les pathologies infectieuses pédiatriques. J'ai emprunté ces diapositives des collègues français et aussi parce qu'une bonne partie de ces pathologies n'ont pas de grosses différences entre le nord et le sud. Comme j'ai dit à vos collègues de D3, ce cours maintenant s'adresse à la promotion de D2. Lorsqu'on est en consultation en pédiatrie, les enfants viennent souvent en consultation pour un problème d'infection des voies respiratoires ORL, des voies respiratoires supérieures, et en particulier des infections ORL. Et donc, c'est pour cela que c'est important. Une des causes de la fièvre dans notre milieu, en dehors de la malaria, ce sont les infections ORL. Donc, nous allons voir ces infections. Et pour cela, on va d'abord faire une petite révision rapide et très simple sur mon curseur, sur l'anatomie ORL chez l'enfant. Alors, c'est pas trop compliqué, hein? On va pas insister. Vous vous rappelez que nous avons les sinus frontaux. Vous avez au niveau maxillaire les sinus maxillaires. Et puis, nous avons d'autres sinus qu'on appelle sinus ethmoïdaux, sont des petits, ça ne se voit peut-être pas très bien ici. C'est important de le savoir parce que le sinus ethmoïdaux, c'est le tout petit, c'est quand même proche. Et à l'intérieur du crâne, vous savez qu'il y a le cerveau. Après le nez, vous avez plusieurs cornets. Vous avez plusieurs cornets, ce sont ces protubérances qu'on a sur la paroi, sur le septum nasal. C'est important de le savoir parce que ces cornets sont parfois hypertrophiés et c'est à travers le trou, les narines, que passe l'air. Ces cornets vont permettre de réchauffer l'air avant que ça n'arrive dans les voies respiratoires. Et lorsqu'on descend plus bas, dans l'oropharynx, on veut aller dans le tube digestif. Là, c'est la langue. Il y a derrière la gorge ce qu'on appelle les végétations adénoïdiennes. Je vous montre juste les choses qui sont importantes, qui vont vous permettre de comprendre la pathologie ORL chez l'enfant. Et après, lorsqu'on regarde les oreilles, vous savez qu'on a l'oreille externe, médium et interne. Dans l'oreille interne, nous avons donc la membrane tympanique qui est là, et vous avez tout un système d'osselets, des os en fait, et entre la bouche et l'oreille interne, on a la trompe de Eustache. C'est important chez les enfants. C'est pour montrer qu'il y a un lien entre la bouche et les oreilles. Voilà. Après, en dessous, vous avez le larynx. Hein? Bon, la langue, la bouche et tout, etc. Les dents, ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment juste pour faire un petit rappel pour que vous puissiez comprendre les pathologies ORL. Les pathologies ORL, donc, peuvent intéresser quoi? Le nez, la gorge, pardon, la bouche, bon, même si après, c'est stomato-ORL, mais quand même une partie de la bouche, la partie supérieure respiratoire, donc le larynx, et les oreilles. O-R-L. Alors, on va commencer avec les pathologies les plus fréquentes, c'est tout rhume. En fait, les mamans viennent en consultation. Pourquoi venir en consultation? Parce que depuis 3 jours, il tousse et il a un rhume. La toux et le rhume, en général, c'est l'expression d'une rhinopharyngite. La rhinopharyngite, c'est l'inflammation de la partie supérieure du pharynx
avec une participation nasale. C'est pour cela qu'on appelle ça rhinopharyngite. En général, ce sont des pathologies qui sont provoquées par des virus. Donc, c'est une maladie bénigne en général. Vous savez, dans les pays européens, chaque mois ou à chaque saison, il y a 4 saisons en Europe, ça signifie à chaque variation de saison, l'enfant peut présenter une rhinopharyngite. Il y a des études qui ont montré en France que l'enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, il aura 6 à 8 épisodes par an. Donc, le nez qui coule, il doit se moucher, il doit se racler un peu la gorge, et puis il peut faire un peu de fièvre. Les rhinopharyngites sont des pathologies très fréquentes, mais elles sont bénignes parce que dans la majorité des cas, elles sont dues à des virus. Mais parfois, elles peuvent être compliquées. En général, quels sont les symptômes? C'est la fièvre. C'est la fièvre, et puis on peut avoir une otite moyenne, aiguë. Les otites moyennes aiguës, ça signifie l'inflammation de l'oreille, en particulier de l'oreille moyenne. Et l'inflammation de l'oreille moyenne chez les petits bébés, chez les nourrissons, ça provoque de la fièvre et de la douleur. Il faut y penser lorsque vous avez un enfant qui pleure tout le temps. Parfois, il va remuer la tête parce qu'il ne sait pas porter sa main à l'oreille. Mais il y a parfois des nourrissons et les mamans qui observent très bien, qui vont vous dire, docteur, j'ai vu l'enfant, il a tendance à mettre la main à l'oreille, justement parce qu'il a mal. Et alors, vous, cliniciens, ce qu'on fait lorsque vous poussez sur le tragus, vous poussez là-dessus, vous provoquez une augmentation de la pression, l'enfant crie « Waouh !» C'est un signe indirect qui souffre probablement d'une otite. Autrement, ce qu'il faut faire, c'est observer l'oreille de ce nourrisson avec un otoscope. Alors, je vous dis tout de suite d'emblée que chez les petits-enfants, chez les grands-enfants et les adultes, pour rendre droit le canal otologique, pour qu'on puisse voir le tympan, on tire l'oreille un peu vers le haut, vers l'arrière, vers le haut, pour que le canal soit droit. On tire comme ça. Mais chez les enfants, on tire plutôt vers le bas pour rendre le canal beaucoup plus droit et comme ça, vous savez voir la membrane tympanique. Quand vous voyez la membrane tympanique, en général, dans les conditions simples et normales, la lumière de votre otoscope va provoquer une espèce de triangle lumineux que l'on va voir. Et il y a une partie qui prédomine un peu, c'est là où il y a l'insertion de l'os sur la membrane tympanique. En général, la membrane tympanique, elle est translucide. Quand il y a une otite, cette membrane tympanique peut être rouge. Elle est hyperémiée. Parfois, vous pouvez même voir des petits vaisseaux, elle est hyperémiée. Et quand il y a une otite purulente, cette membrane tympanique perd elle n'est plus translucide, elle devient parfois blanchâtre, opaque. D'autres fois, elle sera même un peu, vous aurez une coloration violette, etc. Bon, ça, ce sont des nuances pour les spécialistes. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir faire une otoscopie. Regardez donc la membrane tympanique. Mais lorsque vous introduisez l'otoscope, vous regardez aussi le canal otologique externe, parce que vous pouvez aussi avoir une inflammation du conduit auditif externe qui est tapissé par un tissu épithélial, et donc vous pouvez avoir des taches blanchâtres, ce qui fait quand même c'est une otite externe, et l'otite externe c'est gênant, on a tendance à se gratter, à mettre le bâton dans les oreilles et tout, etc. Ce sont des infections qui sont fréquentes. C'est pour cela je vous en parle en pédiatrie. Il faut savoir bien observer l'enfant par un bon examen ORL. Alors, il peut avoir aussi l'ethmoïdite, les ethmoïdes, les sinus ethmoïdiens, c'est le long du nez, là. Et donc ça peut le provoquer aussi comme symptôme des céphalées. Des céphalées. Entre le nez et les ethmoïdites, ce n'est pas trop compliqué. Donc, on peut avoir des symptômes de céphalée, on peut avoir de la fièvre, un peu comme je vous ai dit, dans toutes les infections ORL, souvent d'origine virale, on a de la fièvre.
Après, on peut avoir une sinusite, les sinusites au niveau maxillaire. Et en général, on recherche les points sinusaux. On pousse avec les doigts là où on a les sinus. Et au niveau du front, les sinus frontaux, on les a à ce niveau-là. Ethmoïdaux, on poussait à ce niveau-là. Ça peut provoquer de la douleur. Et ça, ce sont les signes de Valex. C'est un moyen pour identifier, pour rechercher des signes de sinusite. Chez ces enfants avec rhinopharyngite, souvent c'est le nez qui coule. Un nez qui coule, on appelle ça rhinorrhée. Et il faut savoir demander à la maman quelle est la couleur des sécrétions qui sortent du nez. Cette rhinorrhée peut être une rhinorrhée séreuse, elle est claire, hein, elle est un peu comme de l'eau, quoi. Ou bien parfois elle est peut-être jaunâtre. Alors là, c'est une rhinorrhée qui peut être purulente. Quand elle est purulente, ça signifie qu'elle n'est pas seulement d'origine virale, mais souvent c'est l'expression d'une surinfection bactérienne. Et quand le nez coule d'un seul côté et que c'est purulent, il faut faire attention aussi parce qu'une rhinorrhée purulente que vous voyez seulement un seul côté, il faut rechercher plusieurs causes, plusieurs facteurs. Pourquoi est-ce que cet enfant va avoir un rhume seulement un seul côté? Une des raisons, c'est que parfois l'enfant a pris un corps étranger comme un haricot, une arachide, et l'a introduit dans son nez. Et c'est ce qui va provoquer l'irritation de la muqueuse sur laquelle va se suivre une réaction inflammatoire et une surplantation de microbes, de bactéries. Donc, il peut avoir une rhinorrhée purulente à cause d'un corps étranger. N'oubliez pas, hein, nous sommes dans un pays où les enfants jouent avec des haricots, des morceaux de pierre et tout, etc. L'enfant, il est ingénu, il peut faire des gestes que lui ne sait pas que ça peut être des gestes dangereux. D'ailleurs, je pense qu'en pédiatrie, vous avez eu probablement on vous a donné un chapitre sur les corps étrangers des voies aériennes. Donc ça, c'est important de ça. La toux, c'est un des symptômes pour lesquels la maman est venue en consultation. Il tousse, il fait de la fièvre, il a le nez qui coule. Rhinopharyngite. Mais n'oubliez pas, ces rhinopharyngites peuvent se compliquer avec sinusite, puis on va voir une complication plus sévère, surtout au niveau des otites. Alors ici, c'est juste un rappel anatomique et c'est bien quand vous ouvrez la bouche de l'enfant. Vous avez donc au milieu la buette, vous avez les piliers pharyngiens, la langue, et derrière les piliers pharyngiens, vous avez des gros ganglions qu'on appelle des amygdales. Parfois, ces amygdales ne sont pas visibles, mais chez beaucoup d'enfants, ces amygdales sont partiellement hypertrophiées. Dans certains pays, on a tendance à les classifier selon les dimensions. Lorsque ça déborde un tout petit peu du rebord à la ligne médiane. Et parfois, ces amygdales débordent et vont donc pratiquement obstruer le passage de l'air. Ce sont des amygdales hypertrophiques obstructives qui vont donc gêner le passage de l'air. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans l'anatomie, je reviens en arrière rapidement, qu'au niveau derrière la gorge, nous avons les végétations. Les végétations aussi, c'est un tissu lymphoïde qui peut aussi s'hypertrophier. À ce moment-là, on parle de l'hypertrophie des végétations adénoïdiennes. Et vous voyez que si ces végétations s'hypertrophisent, ça va contribuer à réduire le passage de l'air aussi dans les voies respiratoires supérieures. Et alors, l'enfant va respirer, par exemple, par la bouche. Et il faut savoir rechercher ce symptôme-là, ce qu'on appelle la respiration orale. Alors, et ça c'est fréquent hein, en pédiatrie. Les angines, donc, ce sont les infections de la gorge ou les amygdalites, les amygdales qui sont enflammées. Quels sont les signes cliniques? Généralement,
c'est quand il faut avaler, on a de la douleur, une odynophagie. On a de la douleur chaque fois qu'on veut avaler quelque chose parce que c'est enflammé et ça fait mal. On a évidemment de la fièvre, c'est un syndrome fébrile. Et des fois, ces enfants, surtout les petits-enfants, vont dire j'ai mal au ventre. Il ne faut pas oublier que l'enfant, il est mal à l'aise, surtout les petits-enfants de moins de 5 ans, il exprime par son malaise, même quand c'est un malaise psychologique, par une douleur abdominale. D'ailleurs, vous avez les syndromes de ces petits-enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Et le matin, chaque fois qu'on peut les prendre alors pour les amener à l'école, il dit « j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre ». Oui, parce que l'enfant exprime sa souffrance au niveau abdominal. Parce que l'abdomen, c'est quand même son niveau de plaisir. Alors, l'enfant peut avoir aussi des maux de tête lorsqu'il fait l'angine. N'oubliez pas, surtout chez les grands enfants, il peut tousser ou ne pas tousser. Et souvent, lorsqu'on fait l'angine, la maman peut venir en consultation en disant « Docteur, j'ai remarqué qu'il a quelque chose qui a gonflé là, ce sont des ganglions, ce sont les adénopathies qui sont souvent fréquemment relevées au niveau angulo-maxillaire, donc en l'angle au niveau des mandibules, mais aussi le long du muscle sternocléido-mastoïdien. Ce sont les adénopathies latéraux-cervicales qui peuvent augmenter de dimension. D'ailleurs, la majorité de nos enfants ont ça. Pourquoi? Parce que nous faisons tous des infections de gorge quand on est petit. C'est très fréquent, c'est d'origine virale, avec parfois une surposition bactérienne et tout, etc., parce que c'est les voies aériennes et digestives. Et donc, les maux de gorge, c'est très fréquent en pédiatrie. Donc, la douleur abdominale, elle va prédominer surtout chez les enfants. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire un examen général systématique chez tout enfant qui vient pour un problème de douleur abdominale. En réalité, l'origine de sa douleur abdominale, c'est l'angine. Alors, ces angines, comme je vous disais, elles sont à 90% d'origine virale. Ce sont les rhinovirus, adénovirus, les paravirus, l'Epstein-Barr, l'herpès, les virus influencés, etc. Mais aussi d'origine bactérienne, surtout chez les enfants, et entre 25 et 40% des cas, ces amygdales chez les enfants sont d'origine bactérienne. D'ailleurs, souvent, lorsqu'elles sont d'origine bactérienne, en dehors des signes de douleur lorsqu'il doit avaler, ou bien il dit simplement « Maman, j'ai mal à la gorge », ou bien quand je dois manger, alors qu'est-ce qui se passe? Comme il a mal à la gorge, qu'est-ce qu'il fait? Il ne mange pas. Maman dit « Mais ça fait 3 jours qu'il ne mange pas. J'ai vu qu'il a perdu l'appétit. » Un enfant qui vient en consultation parce qu'il a perdu l'appétit, regardez toujours la gorge. Souvent, vous allez tomber sur une amygdalite. Parfois même, l'amygdalite ne lui fait pas mal. Hein? Il n'a pas mal, mais seulement quand il avale, il sent que ça passe difficilement, sa bouillie passe difficilement, alors il boit seulement le lait. Il refuse de prendre la bouillie qui est semi-solide. Donc, parfois, c'est une dysphagie au solide. Retenez cela comme signe d'une angine. Et alors, la fièvre, bien sûr, et les ganglions, comme je venais de vous dire, qu'il faut rechercher. Et parfois, c'est la mauvaise odeur, la litose. Vous sentez que la bouche de l'enfant, quand il pleure ou quand il parle, ça sent une odeur qui est, disons, purulente. Et parfois, la maman vous dit, je sens que sa bouche sent mauvais. Effectivement, surtout ça, c'est quand il y a des infections bactériennes. Quand elles sont virales, c'est généralement au cours d'une grippe. Hein. C'est un syndrome grippal d'ailleurs. Quand elles sont plutôt bactériennes, mais c'est rare avant l'âge de 3 ans. C'est surtout chez les grands enfants qu'on a des infections bactériennes. Alors là, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Quand c'est bactérienne qui fait un peu de fièvre, ce n'est pas nécessaire de donner des antibiotiques. Bah, vous allez dire, oui, mais c'est un mais non, parce que les virus ne répondent pas aux antibiotiques. Quand c'est une grosse angine et que vous pouvez faire ce qu'on appelle un frottis de gorge, et à ce moment-là, vous envoyez le frottis au laboratoire,
et le frottis de gorge, vous mettez la baisse-langue, vous allez chercher là où il y a du pus. Parfois, ce sont des plaques blanchâtres. Parfois, ce sont des sécrétions qui recouvrent le pilier pharyngien, mais qui recouvrent aussi les amygdales. Ou parfois, ce sont des membranes. Vous mettez votre tampon dessus, vous tournez et vous mettez dans un tube stérile, vous envoyez au laboratoire. Au laboratoire, on va identifier les germes. En général, ce sont les streptocoques. Vous vous rappelez, on a dit que les streptocoques sont des pathologies, enfin, du moins, les étudiants de D3, on a parlé avec eux des infections à streptocoques, qui sont des infections d'origine ORL, mais qui provoquent des gros dégâts au niveau du cœur, au niveau des articulations et au niveau du rein, au niveau donc du système urinaire, système cardiaque et articulaire. Et en Europe, évidemment, avant de donner les antibiotiques, souvent, ils vont faire l'antibiogramme qui va vous dire que c'est sensible à l'ampicilline, c'est sensible à l'augmentin, etc. Mais chez nous, en général, quand vous avez une amygdalite purulente, on vous conseille de donner des antibiotiques. Alors, je vous disais que lorsque ces amygdales sont très grosses, elles vont provoquer l'obstruction, elles vont réduire le passage de l'air. Ce sont des amygdales hypertrophiques, obstruantes, et parfois, même quand elles ne sont pas enflammées lors d'un épisode aigu, elles restent grosses et alors elles diminuent le passage de l'air. C'est important, ça, surtout, vous avez probablement fait aussi l'hématologie, hein. C'est important de le rechercher, surtout chez les enfants qui présentent ce qu'on appelle une respiration orale et qui ronflent. Le ronflement en pédiatrie, c'est une chose qu'il faut savoir demander à la maman. Est-ce que quand il dort, il ronfle? Et s'il dort, et ma maman dit oui, il ronfle quand il dort, et s'il vient en consultation, vous voyez qu'il respire il est là devant vous, il tient tout le temps la bouche ouverte, il respire par la bouche, il faut regarder la bouche, et comme on ne sait pas, nous du moins en pédiatrie, voir derrière la gorge que l'ORL peut voir avec les petits jeux de miroir pour voir s'il y a des végétations qui sont hypertrophiées, donc des végétations adénoïdiennes qui sont hypertrophiées. Nous, ce qu'on fait, on demande le RX-carbone. Le RX-carbone, c'est de la radio du carbone. Et à la radio du carbone, le radiologue va vous dire qu'il y a un rétrécissement du passage d'air par la présence d'une masse, donc c'est les végétations adénoïdiennes. C'est typique, c'est fréquent, c'est très fréquent chez les enfants, donc les enfants qui ronflent, qui respirent par la bouche. Mais lorsqu'on ronfle, on respire par la bouche, donc on a aussi un trouble de sommeil parce qu'on doit se retourner tout le temps pour essayer, surtout lorsqu'on a aussi des végétations, pardon, les amygdales qui sont hypertrophiées. Alors là, ça devient ce qu'on appelle le syndrome adéno-amygdalien ou bien adéno-tonsillo. Pour les amygdales, ce sont aussi ce qu'on appelle les tonsilles, les tonsillites ou amygdalites. Ça devient un syndrome rhino-adéno-tonsillo-bronchial. Bronchial, pourquoi? Parce que tout ce qui dérange les voies respiratoires supérieures va se répercuter aussi sur les voies intermédiaires et inférieures, donc sur les bronches. C'est important en pédiatrie de retenir cela, de savoir que les infections supérieures peuvent se répercuter sur les infections inférieures. Ici, c'est juste pour vous parler aussi des sinusites, qui sont des complications, des infections. À ce moment-là, ce sont les sinusites au niveau du front, ou bien encore ethmoïdaux, n'oubliez pas, chez les petits-enfants, ou bien encore maxillaires qui apparaissent tardivement. Les maxillaires apparaissent vers l'âge de 5 ans. Eh bien, l'enfant peut avoir des douleurs, et lui, la douleur, puisque ça intéresse le massif crânio-facial, il va dire tout simplement, papa ou maman, j'ai mal à la tête. Alors ici, c'est juste une image. Parfois, c'est une sinusite frontale peut s'exprimer par un œil gros,
avec un œdème et rougeur des paupières, ne l'oubliez pas, ça peut être un signe de sinusite frontale et il faut donc rechercher. À la radio, évidemment, il y a des niveaux, hein, on peut voir là qu'il y a des niveaux au niveau de ces sinus, mais sinon, le meilleur diagnostic, ce n'est pas tellement la radio, c'est bien le scanner. Vous me direz qu'on n'a pas de scanner en Bujimaï, bon alors, ça va, mais le diagnostic de la sinusite, ce n'est pas tellement la radio, c'est le scanner. Voilà. Bon, on ne s'attarde pas là-dessus. Cette image, je vous l'ai déjà montrée. Alors, je vous ai dit qu'il y a une communication entre la bouche et le tympan et l'oreille moyenne, l'oreille interne. Cette communication advient par le conduit qu'on appelle la trompe d'Eustache, qui permet de faire respirer l'oreille. Ce conduit, normalement, il est fermé et il s'ouvre chaque fois que vous devez déglutir ou bâiller. Vous savez, lorsqu'on prend l'avion, qu'est-ce qu'on fait comme réflexe? À un certain moment, à cause de la pression d'air qui change, on a tendance à ouvrir la bouche et à bâiller. Et dans les compagnies aériennes, maintenant, on ne le fait plus. Quand on devait décoller, on nous donnait des chewing-gums. On nous donnait soit des bonbons, soit des chewing-gums. C'est justement pour nous permettre de faire ces mouvements de mâchonnement, déglutition. C'est comme si on bâillait. Ça permet d'équilibrer l'air de deux côtés. Et autrement, on sent qu'on a mal aux oreilles. Quand l'avion moins à un certain moment, on sent qu'on a mal aux oreilles parce que l'oreille moyenne ne respire pas bien. Alors, lorsqu'on a les otites aiguës moyennes, et ça c'est une infection très fréquente chez les enfants de moins de 5 ans, c'est le petit enfant, je vous ai dit au début, qui a fait une rhinopharyngite, mais comme le rhinopharynx est attaché donc aussi à l'oreille moyenne à cause de la trompe d'Eustache, il va facilement faire aussi des otites moyennes aiguës. Alors, j'ouvre une parenthèse, ces infections rhinopharyngiennes fréquentes chez les enfants adviennent aussi chez les enfants qui présentent souvent des reflux gastro-ésophagiens. Donc, en pédiatrie, on interroge la maman, est-ce que le petit enfant de 12 mois ou 15 mois, lorsqu'il prend son lait, est-ce qu'il fait souvent des reflux? C'est vous dit, oui, il a souvent le nez le lait qui sort par le nez ou bien il renvoie, il vomit, en fait, ce sont des reflux, ça n'a pas la force d'un vomissement, etc. Il faut penser que cet enfant, ce reflux, le liquide, le lait qui rentre derrière la gorge et qui va derrière les oreilles, peut entrer dans les trompes d'Eustache et donc être à la base d'une infection qu'on appellera otite moyenne. Donc, retenez en pédiatrie, un enfant qui pleure, qui tend à mettre sa petite main derrière les oreilles ou qui bouge la tête et tout, ça peut être un signe d'otite moyenne aiguë. L'otite moyenne aiguë, c'est fréquent chez les enfants âgés de moins de 5 ans. En pédiatrie, donc, quand vous recevez un enfant en consultation, la maman dit oui, le nez qui coule, il tousse un peu, il a fait un peu de la fièvre, vous ne pouvez pas terminer la consultation sans regarder les oreilles, sans comprimer le tragus pour provoquer éventuellement une douleur qui va vous dire que ce petit enfant présente une otite moyenne aiguë. Voilà, ça c'est juste une image hein, pour vous montrer justement ce qu'on est en train de dire. Dans cela, vous voyez ici une accumulation de liquide dans la cavité tympanique. Il y a du liquide. Le liquide, il peut être séreux, donc il est comme de l'eau, ou bien il peut être purulent, et plus tard, il peut même devenir un liquide gluant, dur, il devient comme un peu de la glu. Et là, quand il devient de la glu, en anglais, on appelle ça glue, le syndrome de l'oreille de l'otite gluante. Le syndrome de l'otite gluante, glue, c'est un syndrome que vous allez observer chez les enfants qui ont fait des épisodes d'otite et d'infection ORL et qui, lorsqu'il va à l'école à l'âge de 6 ans, 7 ans, on dit, bon, il n'a pas des bons points en dictée, il a des petits problèmes de compréhension et tout. Il faut l'amener chez l'ORL qui va faire le diagnostic de GLUE. L'enfant qui présente la GLUE, c'est un enfant qui aura aussi des difficultés de langage. Pourquoi?
parce que pour bien parler, il faut bien entendre. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est la pathologie de l'oreille moyenne qui est à la base de la relative surdité que ces enfants vont présenter parce que les osselets qui sont là-bas ne bougent pas facilement à cause de ce liquide qui est trop épais. Glue, retenez ça. Dans votre expérience professionnelle, vous allez tomber sur ce genre de choses. Sachez que dans certains pays européens, lorsque le pédiatre ou le médecin n'a pas identifié ça, la famille peut intenter un procès au médecin. Voilà. Cette image, je l'aime bien, c'est pour vous dire la bouche communique avec l'oreille moyenne à travers la trompe d'Eustache. Donc, l'otite moyenne aiguë, comme je vous ai dit, c'est la plus fréquente chez le nouveau-né. Il y a surtout beaucoup de risques de récidive aussi. Entre l'enfant qui a 6 mois et 2 ans, les facteurs qui favorisent cela, c'est le dysfonctionnement tubaire, le nombre d'infections rhinopharyngites, l'hypertrophie des végétations adénoïdiennes. Vous comprenez pourquoi? Quand ces enfants ronflent et tout, il faut bien les examiner et les renvoyer chez le spécialiste ORL. L'examen otoscopique, bon, ça c'est pour votre curiosité, juste que vous voyez ce qu'on peut voir avec un otoscope qui est bien. Bon, je n'insiste pas dessus parce que, bon, enfin, vous voyez que l'otite congestive, il y a une hypervascularisation, hein, de la membrane. Hein. Vous voyez qu'il y a des vaisseaux, hein, qui sont là-dessus. Il y a un peu de liquide là-dedans, hein, qui fait changer de couleur. Et ici, c'est déjà suppuré, c'est du pu. On ne voit pas la lumière, le triangle lumineux que je vous ai dit, qu'on voyait facilement. Le relief du marteau, le marteau, c'est ce point-là où s'insère la membrane tympanique, peut-être peut disparaître. Bon, ça, ce sont des détails pour les spécialistes. Ça, c'est une otite suppurée. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'otite suppurée peut se perforer. D'ailleurs, quand elle se perfore, c'est bien. C'est pour diminuer la pression. L'enfant qui avait mal à l'oreille, qui pleurait et tout, quand il y a une perforation, il cesse de pleurer parce que finalement, le liquide va sortir et la pression diminue et vous voyez du pus qui sort. C'est important de regarder quel type de liquide. Quand c'est un liquide purulent, vous dites qu'il y a eu une otite purulente. Alors ici, j'ouvre une parenthèse. Les enfants qui sont atteints de tuberculose, ça c'est dans notre milieu tropical, ils ont parfois comme l'unique signe clinique qui doit orienter le pédiatre à rechercher une tuberculose, c'est une otite purulente avec otorée qui traîne longtemps. Il a toujours des sécrétions dans l'oreille. Recherchez la tuberculose. C'est un conseil pratique sur base de l'expérience que l'on a en pédiatrie. Quand vous avez ça, recherchez, essayez d'exclure l'existence d'une tuberculose qui peut expliquer justement ces otites récidivantes qui traînent avec du pus qui ne finit pas. Alors, l'otite virale est peut-être parfois hémorragique bulleuse, mais là, ça va, il faut juste le savoir. Ce que chez le nourrisson, le premier signe de l'otite, souvent, c'est un changement de comportement. Lorsqu'on vous dit l'enfant n'est pas comme d'habitude, regardez les oreilles, s'il vous plaît. Surtout s'il a une fièvre supérieure à 38 degrés. Trouble digestif, comme je vous ai dit, il ne mange pas, il vomit, il a de la nausée et tout. Chez le grand enfant, en général, il commence lui-même par se toucher l'oreille. L'évolution, ça va évoluer d'une façon favorable dans 80% des cas, mais quelquefois, la douleur est tellement forte qu'il faut faire ce qu'on appelle une myringotomie. Il faut faire une petite incision de la membrane tympanique, d'ailleurs parfois en urgence, pour provoquer l'épanchement du liquide qui va faire disparaître la douleur. Ça fait partie des gestes thérapeutiques. Une complication fréquente lorsqu'on a des otites à répétition et des infections ORL. Et ça, il faut savoir regarder derrière les oreilles des enfants.
lorsque vous avez une tuméfaction en général rougeâtre ou avec une peau luisante sur la peau noire, il ne faut pas oublier notre complication, la mastoïdite. La mastoïdite, c'est l'os qui est là, de temporal, hein, une partie de cet os-là, qui sera, parce que dans l'os mastoïdien, il y a des trous, il y a des cavités qui pourraient être infectées. C'est une mastoïdite. La mastoïdite, c'est une infection sévère. Il ne faut pas passer à côté. Alors, quelles sont les recommandations en général de la société française, hein? Bon, on saute, c'est pour ça que je vous ai dit, ces diapos, je les ai empruntés d'un confrère français. Alors, chez l'enfant de moins de 2 ans, l'antibiothérapie, il faut la donner d'emblée et elle est recommandée. Ah, mais je ne suis pas sûr que ce sont des bactéries. Non, parce que lui, il est à risque de faire justement une surposition avec des infections par des bactéries. Chez celui qui a plus de 2 ans, c'est là qu'on peut se dire, est-ce que je donne des antibiotiques? Bon, quand la fièvre ne n'a pas duré longtemps, c'est une petite fièvre, la condition générale de l'enfant est bien, il ne tousse pas trop, c'est une grippe en fait. Hein. N'oubliez pas, on a dit que souvent c'est d'origine virale. Bon, écoutez, les antibiotiques, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire de les donner. Vous pouvez réévaluer l'enfant, vous dites, madame, je le revois dans 2 jours ou 3, il revient en consultation, vous voyez que l'enfant va bien, il s'alimente parce que vous avez donné du paracétamol ou bien vous avez donné de l'ibumol contre la fièvre et contre les douleurs, bah, à ce moment-là, ça passe. En revanche, lorsque les symptômes sont plutôt bruyantes, la fièvre élevée, la mal aux oreilles, etc., là, il faut nécessairement donner des antibiotiques. Donc, comme je vous ai dit, parfois, devant une otite séromuqueuse, l'enfant se touche sur les oreilles et tout, c'est pas. Alors, ici, c'est une image juste pour illustrer les gestes. Hein. Il se touche les oreilles. Bon, enfin, je vous ai déjà montré, donc je n'insiste pas. On va passer. Lorsque vous avez ces genres de sécrétions bleutrées, jaunâtres, s'il vous plaît, avec rétraction du tympan, envoyez-le chez le spécialiste. Envoyez-le chez l'ORL parce que ce sont des enfants qui vont présenter ce qu'on appelle Blue Ear. Alors, la pédiatrie, c'est aussi une discipline où il faut prévenir. Comment est-ce qu'on peut prévenir les otites? Chez nous, ne mettez pas les ventilateurs dans la chambre de bébé. Il fait très chaud. Ces courants d'air-là sont des choses qui vont favoriser les otites chez le bébé. 2, évitez de donner le biberon lorsque le bébé est en position couchée, parce qu'il peut avoir des fausses routes, et en plus parce qu'on a vu que la bouche est en contact avec la cavité, avec l'oreille moyenne, et donc le lait peut partir via la trompe d'Eustache vers l'oreille moyenne, et donc ce sera ça qui va provoquer, favoriser les infections. Il faut éviter d'utiliser la sucette. Ces enfants on met une petite sucette pour qu'ils aient toujours dans la bouche quelque chose. Parce que sinon, ils pleurent ou bien parce que la maman n'est pas tranquille, le papa, il dit, bon, j'ai envie de ne pas entendre le bébé pleurer ou quoi. On lui met une sucette, tout, il est en train de sucer tout le temps. Enfin, il faut éviter de laisser l'enfant à l'exposition d'une atmosphère polluée. L'atmosphère polluée dans la maison, c'est le papa qui fume. Ou encore, parfois, c'est la maman qui a son baboula. Parce qu'il fait froid, c'est la saison sèche, elle fait à manger dans la maison, la petite cuisine, ce sont ces 2 pièces. Et donc là, l'air va être perturbé et le makala, parfois, va fumer. Pire encore si c'est au village où on fait la cuisson avec le bois. Hein. Et donc à ce moment-là, on aura de la fumée, pas de cigarette, mais de la fumée de bois qui va interférer avec donc les conditions physiologiques du nez, de la gorge et des oreilles. À ce moment-là, l'autre mesure de prévention, ce sont les vaccins qui sont introduits aussi dans notre système PEP, les vaccins anti-hémophilus et le vaccin anti-pneumocoque. Tous ces des vaccins-là, ce sont des vaccins qui sont indiqués justement pour prévenir les infections ORL aussi. Voilà. Amygdalectomie
bon, en général, lorsque vous avez parfois des enfants qui ont un problème de surdité, etc. Bon, ça, je vous l'épargne, on pourra en parler une prochaine fois. Je peux parler encore, sinon, voilà, on va s'arrêter ici. Bon, donc, on a vu les infections ORL bien rapidement. Pourquoi je vous présente ces infections ORL? Parce qu'en D3, vos collègues ont vu les complications, et ils peuvent suivre ce cours aussi, hein, ceux de D3, les complications infectieuses que l'on a des voies urinaires et donc les glomérulonéphrites post-streptococciques. Mais à côté de cela, on a aussi d'autres complications qui est le rhumatisme articulaire aigu et au niveau du cœur, ce qu'on appelle les valvulopathies post-streptococciques ou tout simplement les myocardites, ou les cardites tout court. Donc voilà, ce sont des pathologies que vous devriez retenir parce que tout est lié, hein. Je vous rappelle, l'enfant, c'est un corps unique. Ce n'est pas la tête, c'est ça. Non, c'est tout un unique. Quand il a mal à la tête, donc il peut ne pas manger parce que justement, ça le dérange, il n'a pas d'appétit. Et puis, quand il est constipé, il a mal à la tête aussi. Donc, tout est lié. Et c'est pour cela que le cours de pédiatrie parcourt plusieurs spécialités. Voilà. Pour rester dans la même dynamique, on va continuer avec les infections des voies respiratoires supérieures. On va développer dans le prochain cours, hein, on va arrêter ici. On va parler des bronchiolites qui sont des infections fréquentes, surtout lors des changements de saison. Nous allons voir donc les bronchiolites sont des pathologies fréquentes. On va en parler parce que même dans notre contexte, hein, on a des moments, des périodes où on a tous ces enfants, ce sont souvent les nourrissons hein, qui viennent avec des problèmes de bronchiolite. Maman dit, ne respire pas bien. Mais quelques jours avant, il avait commencé avec le petit nez qui coulait et puis parfois il toussait un peu. Mais après, on dit, il respire mal et c'est pour ça qu'on l'amène à l'hôpital. Voilà, nous allons arrêter ici. Et nous allons poursuivre le cours dans une autre session.